On voit très bien ce qui se passe à la CGT dirigée par Bernard Thibault. Les extrêmes ont très peu de place. On le voit également, bien entendu, ça n'existe pas, ou pratiquement pas, à la CFDT dirigée par François Chérec. Et à la CFTC, à part encore peut-être quelques syndicats qui sont pénétrés par l'extrême droite, mais la grande majorité des syndicats, y compris de la CFTC, peuvent avoir bien sûr des citoyens qui votent à droite, mais ça c'est leur droit le plus simple. Mais il n'y a pas d'utilisation d'extrême droite des fédérations ni de la confédération CFTC, par exemple, c'est une évidence. Alors, actuellement, depuis peut-être certains temps, Rémi, à cause des crises économiques et des problèmes sociaux qui existent, surtout jour après jour, avec la modernisation du monde, il y a beaucoup de chômeurs, n'est-ce pas? Tout à l'heure, j'ai entendu qu'il y a notre société va être fermée d'ici lundi, plus de 750 employés encore vont entrer en chômage. Est-ce que tous ces problèmes, toutes ces crises-là, puisque moi, j'étais témoin surtout sur cette antenne, et à droite à gauche aussi, de temps en temps, on a pu constater que certains militants de gauche, à cause des problèmes économique et social, ils changent de camp, ils deviennent de droite plutôt. Est-ce que parmi les syndicalistes, tu as pu constater cet Non. événement? Alors aujourd'hui, je pense que la situation est tellement grave. On assiste depuis une vingtaine d'années à ce qu'on appelle la financiarisation de l'économie. C'est-à-dire presque tous les partis politiques pratiquement tous les partis politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, en majorité, déplorent le manque d'une politique industrielle en France et en Europe. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qui a pris le pas dans l'économie, à un niveau qui n'avait jamais été atteint, ce sont les marchés. Alors, il y a encore des gens qui se félicitent de l'action des marchés. Par exemple, on a quelqu'un comme Alain Minc, qui est quand même soi-disant un intellectuel économiste, paraît-il proche de certains dirigeants du Parti Socialiste, et je suis encore étonné de cela. En tout cas, qui était proche du Monde, mais le journal Le Monde a changé un peu, tant mieux. Eh bien, Alain Minc avait dit que la réforme des retraites, ça va satisfaire les marchés, donc c'est une nécessité. Sauf que cette financiarisation de l'économie, elle fait perdre des emplois. Elle fait perdre des emplois parce qu'il y a une déconnexion complète entre les marchés et l'industrie. Et la richesse, une partie de la richesse aujourd'hui se crée qu'à partir de la spéculation et de l'argent. Alors l'argent qui n'est créé qu'avec de l'argent, c'est un argent qui devient pourri. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis avec les subprimes. Les subprimes, c'est un montage particulièrement compliqué avec des produits financiers dérivés. Même d'ailleurs les ingénieurs en finance n'arrivent plus à savoir ce qu'il y a dans certains placements. C'est quand même la folie, ça. Et donc, on a créé une espèce de financiarisation de l'économie qui n'a plus de lien entre l'investissement et la réalité de l'activité économique. Ça veut dire en clair que, moi, je ne suis pas contre la bourse. Je pense que la bourse doit jouer son rôle. La bourse, ça sert à financer l'économie réelle. Sauf qu'aujourd'hui, il y a la bourse, et il y a plein de marchés dérivés qui fonctionnent en vase clos, basés sur la spéculation, et qui détruisent des emplois tout simplement parce que on n'arrive pas à atteindre 15% de rentabilité annuelle. Or, dans une industrie normale, 15%, c'est un niveau qui devient inatteignable. On ne peut pas atteindre 15% de rendement. Or, les demandes de ceux qui possèdent, de certains actionnaires aujourd'hui et des marchés financiers, c'est de faire 10, 12, 15% de rentabilité. Dans une économie normale et normalement constituée, dans une économie basée aussi sur une industrie, y compris sur des commerces et sur des services, on ne peut plus dégager de telles marges. Ça devient impossible. La seule façon de dégager ces marges, c'est par la délocalisation des activités qui peuvent être délocalisées, parce qu'il ne faut pas se moquer de nous. En France, il y a très peu d'activités qui peuvent être délocalisées, contrairement à ce qu'on pense. La France, on sait très bien, n'est plus compétitive pour fabriquer des t-shirts, mais elle tire sa richesse économique plus du tout sur les t-shirts, mais sur les services, sur des produits à haute valeur ajoutée, sur la technologie, sur l'ingénierie,
sur des services tels que l'eau, tels que le transport, tels que l'aéronautique, sur des services d'ingénierie intellectuelle. La France, elle tire son profit de ça. D'où l'importance d'avoir une école publique forte. Mais ça, c'est un autre débat, mais les sujets sont bien entendu liés. Et donc, notre combat, il doit être contre les marchés. Et aujourd'hui, on doit lutter pour une régulation des marchés financiers, parce que ce sont les marchés financiers qui tuent les emplois. Et même quand les carnets de commandes sont momentanément peu remplis, on peut les remplir à nouveau, à condition que l'actionnaire, certains fonds de pension, et c'est quand même incroyable que des fonds de pension qui doivent servir pour la retraite, eh bien, ils utilisent des méthodes pour supprimer des emplois. C'est quand même le comble. Vous avez des fonds de pension anglais, des fonds de pension américains qui placent dans des entreprises françaises, européennes ou mondiales, qui demandent pour leurs actionnaires, du moins pour leurs possédants, pour ceux qui possèdent dans les fonds de pension, des futurs retraités américains ou anglais, qui demandent des taux très élevés de rentabilité et qui, par leur choix stratégique, ces fonds de pension provoquent des licenciements, des fermetures d'entreprises, des ventes d'entreprises et des fermetures d'entreprises. Donc c'est vraiment le serpent qui se mord la queue et on est en train de se détruire petit à petit, on est en train de détruire le socle social qui était la raison d'être de l'Europe, de la France et d'autres pays européens. Et je crois que les marchés, il faut les corriger. Il faut certainement briser les marchés financiers et faire en sorte que la finance retrouve le chemin de l'investissement dans l'industrie et les services. Vous écoutez 95 de FM, Radio Ici Maintenant, mes chers amis. Voilà, vous pouvez commencer à participer dans notre débat. Moi-même, j'ai beaucoup de questions encore à poser à Rémi, mais vous pouvez commencer, mes chers amis. Ici et maintenant, 24 heures sur 24, sur Internet, ici et maintenant.com. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici et maintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 7h du matin. Son site internet davidabbassi.com. Abbassi A2B-A-S-I. Ici et maintenant, 24 heures sur 24, sur Internet, ici et maintenant.com. Alors, on va recevoir Faisal. Rémi Faisal est avec nous. Faisal, bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'émission. Franchement, excellent. Les arguments, ils sont bien présentés, tout ça. Mon propre commentaire, je dirais, comme ma grand-mère, elle m'a toujours enseigné. C'est ma grand-mère, Elle est toujours vivante? Elle est là? Non, elle est... voilà. Alors, qui repart. Ouais, le royaume de Dieu. C'est un peu ému que je dis ça. Ouais. En plus, elle m'a dit toujours, tu vas traduire, travail, travail de ta jeunesse pour ta vieillesse, mais enfin, c'est dans ce principe-là. Donc, tout ce qu'on donne dans notre jeunesse, on va certainement le recevoir quand on sera un peu moins capable de travailler, quoi. Donc, c'est ce principe-là qui doit prévaloir avant tout. Voilà. Tout comme monsieur, je crois que toutes les mauvaises actions d'aujourd'hui, on va les payer demain. Exact. C'est-à-dire que nous sommes là, on est dans la philosophie, mais pour le problème de retraite, c'est un problème, c'est pas un problème générationnel, c'est un problème de justice, c'est un problème de respect de soi-même et des autres, et bien entendu qu'il faut travailler pour d'abord notre travail d'aujourd'hui sert à payer les retraites d'aujourd'hui. Donc il faut que l'on soit optimiste. Une société qui doit retrouver son optimisme. Et ce qui est scandaleux dans ce débat sur les retraites, c'est que on nous dise, et moi ça me choque tous les jours, on nous dise que parce qu'on vit plus longtemps, on doit travailler plus longtemps. Et moi je suis convaincu, mais vraiment c'est une conviction qu'on peut expliquer par des raisonnements aussi économiques, mais
Je crois qu'il y a une espèce de mauvaise pensée. Le progrès ne doit pas s'arrêter aujourd'hui. On a réduit le temps de travail, on n'a pas réduit les salaires. À la fin du 19e siècle, il y a des gens des gamins de 12 ans qui travaillaient dans les mines. Il y a des gens de 20 ans qui travaillaient 60 heures, 70 heures par semaine. Et aujourd'hui, parce qu'on vit plus longtemps, on devrait réduire notre espérance de vie en retraite. Alors que, je l'ai dit tout à l'heure à David Abbassi, alors que la richesse nationale est multipliée par 2 tous les 40 ans. Sur ce point-là, ça n'a rien à voir. Moi, je vais vous dire, ça a à voir à quelque chose. C'est qu'avant, en 1850, on consacrait, notamment en 1930, lors de la création des assurances sociales, des premières retraites, c'est 1930. On consacrait quasiment plus d'argent aux retraites qu'aujourd'hui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, un salarié qui travaille en France, eh bien, il produit 5 à 10 fois plus de richesse qu'un salarié il y a 50 ans. Ce qui signifie qu'il faut arrêter de raisonner en termes démographiques. Hier, c'est pas parce qu'il y avait 3 travailleurs pour un retraité qu'on pouvait payer les retraites. C'est parce qu'il y avait de la richesse qui était produite. Et aujourd'hui, un salarié produit comme 5 salariés d'hier. Donc c'est bien une question de richesse qu'il faut répartir différemment sans exploiter. Non, mais sans vous comprenez mon raisonnement. Je vais pas pendre les patrons. Il ne s'agit pas de tenir des propos stupides du genre on va pendre les patrons, on va mettre tout le monde sous l'échafaud, on va collectiviser tout. On n'est pas du tout dans la collectivisation. Mon propos, c'est pas du communisme, c'est ni de la collectivisation, c'est du bon sens. Et moi, ce qui me choque, c'est que cette idée de dire, comme il n'y a plus qu'un actif pour un retraité, il n'y a qu'à mettre 2 actifs pour un retraité. Résultat, l'idée du gouvernement, c'est de faire travailler les gens plus longtemps. Allez voir aux États-Unis ce que ça fait. Moi, j'ai honte. Moi, je connais les États-Unis, j'ai honte. Est-ce que je peux avoir un avis relatif sur ce point-là? Parce que dans la perspective que l'argent est là, il est gagné, il est produit, il est reproduit, il est même valorisé, parce que la France, par rapport à l'Allemagne aussi, elle a une certaine valeur, une qualité reconnue. Donc voilà. Est-ce que l'argent qui revient pas, est-ce qu'il n'est pas dans les paradis fiscaux, par exemple? Alors en partie, mais pas seulement. Parce que je vais vous dire, l'argent qui fait de l'argent. Vous savez, la France est l'un des premiers pays d'Europe pour les investissements directs étrangers. Ça veut dire que vous avez un gouvernement aujourd'hui qui nous dit, et une partie du patronat qui nous dit, les Français sont payés trop cher, les salariés qui travaillent en France sont payés trop cher, on paye trop de charges, etc. Mais quand vous regardez les statistiques des investissements directs étrangers dans les pays européens, écoutez-moi bien, la France est le premier ou le second pays dans l'Union européenne qui reçoit le plus d'investissements directs étrangers qui vient hors d'Europe. Ça veut dire qu'il y a des étrangers, des Américains, des Chinois, des Japonais qui investissent en France. Alors à mon avis, s'ils investissent... Leur siège, il est avec la crise du papa, là, iPad. Ça, voilà. Mais si vous voulez, moi, ce qui me fait sourire, c'est qu'ils investissent beaucoup en France. Alors quand on nous dit que la France, c'est un pays où vous avez beaucoup de charges, moi j'appelle pas ça des charges, c'est des cotisations sociales, et qu'on est pressuré par les impôts, et que vous avez encore des étrangers qui trouvent le moyen d'investir dans notre pays, moi je me demande s'il n'y a pas une entourloupe. Et je pense qu'en termes de manipulation, il y a une petite entourloupe. Et je vais vous dire quelque chose, les salariés qui travaillent en France ne sont pas spécialement beaucoup plus payés que d'autres, mais je pense que par contre en Allemagne, ils ont bloqué pendant longtemps les salaires. Et moi quand j'allais en Allemagne il y a 25 ans, je vais vous dire quelque chose. En Allemagne il y a 25 ans, j'avais l'impression d'être un pauvre. Aujourd'hui quand je vais en Allemagne, alors certes je vais plutôt à Berlin, qui est une ville qui est la capitale, mais qui est une capitale pauvre, parce qu'il y a 22 ou 25% de chômage à Berlin.
Mais je peux vous dire que quand je vais dans certains coins allemands, en Allemagne, y compris dans l'ex-Allemagne de l'Ouest, j'ai l'impression d'être riche. Il y a 25 ans, dans certains coins d'Allemagne, moi j'avais l'impression d'être pauvre. Je vous le dis franchement, le français il était pauvre il y a 25 ans. Parce que eux, ils ont ceux de l'Est, vous comprenez qu'ils ont. Non mais bien sûr, mais je mets à part le pays de l'Est, je mets à part l'ex-RDA qui a connu beaucoup de problèmes. Quand vous promenez, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez bien très sûr. Bien mais je vous parle aussi des villages, des petites villes qui sont autour de Hambourg, qui sont partie ouest. Je parle aussi de la partie ouest de l'Allemagne. Et n'oubliez pas qu'en Allemagne de l'Ouest, il y a plein de métiers, plein de branches professionnelles où il n'y a pas de salaire minimum. En Allemagne de l'Ouest. En Allemagne de l'Est et de l'Ouest, dans l'Allemagne fédérale d'aujourd'hui, il y a des endroits où il n'y a pas de salaire minimum. Les grandes entreprises, la métallurgie a un salaire minimum, et la métallurgie est aux 35 heures par semaine, mais vous avez plein d'autres métiers. Non, pas 35 heures. Dans la métallurgie, la convention métallurgique, ça a été négocié par IG Metall, par le syndicat allemand. Normalement, ils sont à 35 heures. Ils peuvent faire plus, mais ils sont payés en heures supplémentaires. Mais ils sont 35 heures payés, je crois, 40. Par c'est contre, modulable, c'est 32 ou 37. C'est pas. J'ai vu ces contrats-là aussi. Je vous parle de la moyenne. Je vous parle de la moyenne. Donc forcément, moi je. J'ai vu le contrat. Donc c'est en 32, 37. C'est 4 jours travaillés ou 5 jours travaillés. Donc c'est quand même un droit. C'est quand même très intéressant. Voilà, exactement. C'est quand même très intéressant. Alors Rémi et Faisal, nous avons également Paul avec nous. Paul, bonsoir. Oui, bonsoir. Écoutez, je voulais déjà féliciter votre invité pour sa démonstration sur la retraite. Je crois que il y a un célèbre auteur qui s'appelle, je crois que c'est qui vient éditer un bouquin aux éditions, je crois, La Dispute, qui vient de Friot. Voilà, Bernard Friot, voilà, sauf erreur. Et cela dit, moi c'est là où je suis un peu interloqué. Disons que je me désole de comment dirais-je, de considérer qu'il y a des gens encore qui pensent que le capitalisme à visage humain peut exister. Enfin, en étudiant le capitalisme, de manière un peu simpliste, un peu simplette peut-être, mais enfin, dans mes cours d'économie politique, on m'a toujours dit qu'il y avait deux moyens de faire de la plus-value, le capitalisme. Il y avait ce qu'on appelait la plus-value absolue et la plus-value relative. La plus-value absolue, c'est-à-dire l'allongement de la durée de travail, et puis la plus-value relative, ce qui consiste à augmenter la productivité. Alors le problème, c'est que les capitalistes sont face à un dilemme. C'est que le taux de profit, je parle un peu comme un marxiste là, mais le taux de profit est en chute tendancielle. C'est-à-dire qu'en globalement, pour faire une boîte, pour faire une usine, une grosse usine de voitures, il faut mettre plus d'argent qu'il fallait en mettre il y a 50 ans. Et que le taux de profit, c'est-à-dire la rentabilité d'une usine pareille, d'une usine, sera beaucoup moins élevé qu'il y a 100 ans. C'est-à-dire que, en gros, si je mets 100... je ne sais pas si je suis très clair, c'est-à-dire que pour faire une boîte... Bon voilà, en gros le taux de profit est en chute tendancielle, c'est-à-dire qu'on fait moins d'argent en mettant autant d'argent sur la table. Oui, mais c'est pas à cause des salaires. Parce que quand vous regardez la part des salaires dans le PIB, la part de la richesse salariale, elle était de 60% au début des années 70, elle est de 40% aujourd'hui. Oui, tout à fait, non, mais le rapport capital-travail, il est bien évidemment en défaveur des salariés. Complètement. Enfin, moi je dirais même des travailleurs, parce que les salariés... En gros, comme disait Franck Lepage, qui a fait un très bon spectacle, à qui je renvoie d'ailleurs tout le monde, sur Internet, vous verrez bien, on parle maintenant plus de salariés, parce que les salariés, c'est bien connu, c'est des feignasses à qui on donne un salaire alors qu'on est des travailleurs. Alors, moi je dirais, bien évidemment, le capital-travail c'est renversé parce que le rapport de force est inversé, mais moi, d'un point de vue strictement de l'analyse du capitalisme, et la manière dont le capital extrait sa plus-value, moi, historiquement en tout cas, j'ai jamais vu de cadeau que faisaient les capitalistes. J'ai jamais vu que les capitalistes faisaient des cadeaux. J'ai jamais vu de régulation possible, ou alors à sortir normal. ou alors sortir c'est tout à fait une normalité. Alors ou bien à sortir de l'après-guerre, mais c'est des configurations particulières. Bon, les acquis du CNR, moi je suis conscient que les acquis du CNR ont été une victoire, mais enfin une victoire qui s'est payée très cher et qui a duré finalement très peu de temps parce que le capital, le rapport de force s'est inversé et puis parce que la combativité du prolétariat est plus forcément telle qu'elle était. Mais enfin, moi je m'étonne encore qu'un syndicaliste combatif puisse considérer que face à un tigre qui
qui foncent sur nous droit dans la gueule, on dise Coucouche va au panier Médor. Enfin, j'ai peine à croire, enfin en tout cas j'ai l'impression qu'on est quand même face à un discours assez utopiste qui considère qu'on peut encore gérer, organiser et structurer le capital, alors que globalement on s'aperçoit que le rapport est quasiment systématiquement en défaveur des travailleurs, que globalement on s'en prend plein la gueule, et c'est que je pense, et après je terminerai là et je pourrai répondre, qu'historiquement, globalement, il n'y a que la puissance et la capacité d'intervention des travailleurs dans le champ social et de la résistance et de la manière dont ils peuvent arracher tout ça au patronat et aux capitalistes, et que cette lutte, si on veut éviter qu'elle soit éternelle, parce que c'est très systématiquement ce qui se passe, parce que ce que vous arrachez, quand vous arrachez 100, on vous en prend 150, pour éviter cette espèce de truc un peu Sisyphe, un peu à la Sisyphe, je crois qu'il faut se débarrasser assez radicalement du capitalisme pour éviter tous les 3 ans de prendre 150 et de se faire arracher 200. Enfin, moi, j'ai pas envie de me battre pour des miettes toute ma vie et à chaque fois pour des miettes. Moi, je pense que si on veut lutter véritablement et concrètement contre quelque chose qui est ignoble et dont on perçoit le processus qui est assez clairement établi, qui est celle d'une lutte sans pitié, sans merci et presque systématique des capitalistes pour arracher de la plus-value, je ne vois pas comment on peut arriver à une régulation, à moins d'être rétribué par le capitalisme, comme l'ont été certains individus qui sont liés au syndicalisme traditionnel, c'est-à-dire qui vivent au travers des subsides qui leur sont donnés par l'État, ou parce que faut dire bien ce qui est, les cotisations des syndicalistes ne vont plus aux syndicalistes ou à pointer. Enfin, qu'on soit clair. Donc ça représente environ 40% des ressources des syndicats. Mais écoutez, moi ma réponse dessus, comment on peut dire je vais au panier, quoi. Non mais attendez. Moi je partage. Je pense que l'analyse qu'a fait Marx du capitalisme, c'est une analyse théorique juste. Exact. Je veux dire, son analyse, elle est juste. Maintenant, je ne connais pas la clé ni la recette pour la société idéale. Moi non plus. Et je vais vous dire pourquoi. Ça, c'est mon reste de radicalisme. Je suis foncièrement radical dans le sens du radicalisme de Gambetta, c'est-à-dire de 1860, du programme de Belleville, 1869, etc. Je suis radical dans le sens où il faut s'attaquer à la racine des problèmes. Et je n'ai pas de solution. Je sais ce qu'il faut éviter, mais je ne sais pas ce qu'il faut. Non, à savoir que... Je peux répondre. Allez-y. Non, mais vous avez dit que Marx avait une théorie. Non, je dis, il a correctement analysé. Je dis, il a correctement analysé le système capitaliste. Exact. Donc, il a donné une théorie pour une formule, quoi. Donc, la formalisation, elle n'a pas été concrète jusqu'à ce que vous voulez dire, quoi. Non. Je veux dire que moi, je ne partage pas ensuite la solution marxiste pour sortir du capitalisme. Je dis qu'il a bien analysé les dangers du capitalisme. Mais moi non plus. Moi, je me revendique de la CGT de 1905. Je me revendique des bourses du travail. Enfin, tout à fait. Non, mais on est bien d'accord. Je suis de cette école. Moi aussi, moi je suis d'une école de 1905, c'est l'école anarcho-syndicaliste, c'est-à-dire que d'une école qui se veut auto-émancipatrice, qui se veut, je dirais, c'est littéralement la charte de l'AIT, quoi. La révolution des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs. Moi je suis pas marxiste, qu'on soit clair. Je dis simplement que il y a un moment donné, comme je revendique de la charte d'Amiens, comme je revendique de l'anarcho-syndicalisme, comme je revendique des bourses du travail et de l'auto-émancipation, et que je me revendique encore de cet héritage-là, comment on peut concevoir le combat contre le capitalisme sans sa disparition et une éventuelle spéculation sur sa destruction, parce que moi je vous dis, c'est un peu Sisyphe, sinon on va le réguler, puis il va nous rebouffer, et puis on va prendre 50, et puis il va nous reprendre 150, on va demander la baguette de pain à 50 centimes pour que le lendemain elle soit à 1,50 €. Enfin, on s'arrête plus, quoi. C'est la loi d'un rein des salaires, quoi. Oui, mais la solution c'est dans la prise de conscience, la solution c'est dans l'éducation, la solution, bien sûr, je veux dire, elle est multiple. Je veux dire, on a bien vu pour cette histoire de retraite combien on est pollué par le rapport démographique, je le disais tout à l'heure. Alors il y a Friot qui le dit très bien, il a raison, il faudrait qu'il y en ait d'autres qui le disent. Cette grosse connerie là, un retraité, un actif pour un retraité, ça participe au conditionnement de la classe ouvrière en France et mondiale d'ailleurs. Non, moi je suis, je veux dire, on n'est pas...
On n'est pas dans le petit village gaulois. Par contre, c'est vrai que aujourd'hui, en tant que syndicaliste, moi, qu'est-ce que je fais? Ben moi, je fais tout pour arracher tout ce que je peux arracher. Non, moi, Alors, je suis aussi socialiste. Je suis Moi, je suis aussi d'accord avec vous dans ce socialiste. que vous faites dans votre travail du quotidien. Moi, je Donc, ne respecte pas les syndicalistes de base qui se battent quotidiennement, pragmatiquement face à ce qui se passe. Je dis simplement que moi, c'est ce que j'ai... Enfin, je dis pas que j'aimerais d'entendre ça de la part d'un syndicaliste, mais je me dis à un moment donné, moi, je vous ai dit que vous n'êtes pas contre les bourses, que bon, globalement, finalement... Non, moi, je suis vous contre êtes les marchés. Moi, je vais vous dire, là, je suis comme Friot aussi. Ouais. Moi, je suis pour la mort des marchés financiers. Moi, je veux Oui, dire, moi, il je suis- faut que les marchés financiers crèvent avant qu'ils nous tuent. Oui, mais Tout ça, simplement. l'industrie, c'est pas mal non plus. Hein. Je veux dire, Non, non, mais l'industrie, les marchés qui- financiers, pour moi, c'est pas l'industrie. Non, non, mais ce que je veux dire, produire des téléphones portables, c'est pas plus un avenir pour la société, vous voyez ce que je veux dire, et pourtant c'est l'industrie, c'est du concret, c'est du réel, mais je veux dire par là que la finance n'existe que parce que c'est un prolongement de l'industrie, c'est une excroissance de l'industrie, Plus maintenant. développée du capitalisme. Le capitalisme, il a des fondations, vous savez. Non, mais je suis la convaincu. financiarisation de la société, elle est possible parce qu'il y a l'industriel. Le Non, capital non, et non, non. industriel et bancaire, ils sont complètement indissociablement liés. Je hein. peux. Non, moi, je suis convaincu aujourd'hui. Si vous que pensez qu'il y a une autonomie du financier... Ah, moi, c'est je bien, suis convaincu aujourd'hui qu'on fait plus d'argent avec l'argent qu'on fait de l'argent avec l'industrie. Ah, moi je pense qu'on fait pas. Moi pour le coup c'est là où je suis rempli avec vous. Je pense qu'on fait pas du vent sur du vent. On fait du vent sur des économies bien concrètes. Je suis Et convaincu. cette économie concrète, elle s'effondre. Enfin, l'économie financière, elle s'effondre et elle a des conséquences justement parce qu'elle repose sur des choses bien concrètes. Et elle s'effondre. Si elle n'avait pas autant de conséquences, si elle n'était pas autant liée à l'économie. À l'économie réelle. Et moi, je pense malheureusement qu'on a perdu de vue que l'économie financière, parce que dans le développement du système capitaliste, ce qu'il faut savoir, c'est que le capitalisme financier est solidaire du capitalisme industriel et considérer que le capitalisme industriel c'est la solution, l'avenir radieux du prolétaire épanoui dans sa consommation et dans la production d'objets inutiles, je pense que c'est se leurrer. Je ne dis Réindustrialiser pas la ça, France, mais je pense qu'il y a une déconnexion lorsqu'on dit qu'il y a une financiarisation du monde économique. Je pense qu'il y a aujourd'hui une déconnexion entre le monde financier et l'industrie. Je pense que ça ne fonctionne plus, que ça n'existe plus. Qu'on est sur des schémas anciens et qu'aujourd'hui la spéculation joue encore plus sur les monnaies, sur les rumeurs. La bourse ne joue plus son rôle. Je pense que la bourse ne joue plus son rôle. Je ne sais pas si c'est l'aboutissement aujourd'hui. Je ne sais pas si on est en train de vivre l'aboutissement du capitalisme. Et peut-être que de toute manière, son aboutissement, ça sera sa crevaison. Mais je pense que quand on dit financiarisation de l'économie, on est bien sur le sujet de l'argent qui crée plus d'argent à partir de l'argent, mais plus sur une production industrielle. Il y a vraiment une déconnexion pour moi entre l'industrie et la finance. Bah, enfin, ça c'est votre point de vue. Moi, si je puis dire, hein, si je peux me permettre, je dirais simplement que la pseudo-autonomie qui justement nous est proposée comme une espèce de, comme ça, l'autonomie de la finance, qui est bien une solution facile, hein, pour nous faire oublier la connexion qu'il peut y avoir entre le capitalisme industriel et la finance, c'est vraiment un tour de passe-passe, comme l'a été d'ailleurs. Comme on pourrait faire la même tour de passe-passe entre le capitalisme commercial, tel qu'il a été structuré autour du XVIe siècle, avec le capitalisme industriel, comme s'il n'y avait absolument pas de connexion. Moi, je pense qu'il y a énormément de liens, il y a des choses sont tissées, et que quand on regarde les empires de Wendel, ou quand on regarde ces gros empires financiers ou industriels, je peux vous assurer que quand on décortique bien la manière dont on fonctionne et la manière dont ils ont su créer des structures financières pseudo-autonomisées, je peux vous assurer qu'on s'aperçoit qu'elles sont indissociablement liées et que quand on spécule, vous savez, quand on spécule sur le café, on spécule sur le café, c'est-à-dire une vraie production. Oui. On spécule pas sur des cacahuètes interstellaires ou sur ce qui peut se passer sur Mars. Oui, mais on spécule vraiment sur de la matière qui a une vraie valeur productive, enfin où il y a une vraie production et où on arrache de la plus-value, on arrache de l'extorsion du travail, de la sueur d'individus. Le problème, je vois ce que vous voulez dire, mais le problème c'est que le comité des forges a complètement été remplacé par la fédération des sociétés des banques et des sociétés d'assurance. Oui, mais et ça, c'est quand même quelque chose qui est révélateur. Alors certes, du manque d'une politique industrielle publique, etc. Mais ça, c'est quand même une déconnexion, c'est quand même une évolution qui met à mal le syndicalisme traditionnel, le syndicalisme ouvrier traditionnel, parce que c'était quand même plus facile d'être dans une opposition à un patronat industriel que d'être en opposition dans un patronat financier.
Ah oui, non, mais ça on est d'accord, mais ça va de pair avec la tertiarisation, avec la manière dont, au niveau international, on a fragmenté les travaux en fonction des pays, où il y a une véritable véritable division internationale du travail. Mais je veux dire, globalement, quand on regarde bien la manière c'est comme si on me disait, il n'y a plus de prolétaires ou il n'y a plus d'ouvriers. Je veux dire, au niveau international, au niveau planétaire, la classe ouvrière n'a jamais été autant en expansion. Enfin, je veux dire qu'on soit clair. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que considérer que le summum de l'économie mondiale, c'est la finance, alors que tout repose, genre, il n'y a qu'à aller voir en Chine. Je vous dirais que l'économie financière, elle est présente, mais on n'a jamais été autant, l'économie mondiale n'a jamais été aussi industrielle qu'il y a 100 ans. Enfin, c'est comme si on me disait, la classe ouvrière a disparu en France. Enfin, je veux dire, déjà, vous venez de le dire. La classe ouvrière sociologique, certes, mais d'un point de vue strictement mondial, la classe ouvrière et la prolétarisation des individus, elle est exponentielle. Sauf qu'aujourd'hui, le patronat a gagné sa victoire idéologique. Alors, c'est pas fini, hein. Heureusement, l'histoire... moi, je suis pas dans la théorie d'Huntington de la fin de l'histoire. Le patronat a gagné sa guerre idéologique, à savoir, vous venez de le dire, quand vous questionnez un salarié en France, il n'y en a pas un seul qui se définit comme partie de la classe ouvrière ou comme ouvrier. C'est-à-dire cette guerre des mots, eh bien, elle a été pour l'instant perdue par ceux qui travaillent. Quand je dis ceux qui travaillent, pour moi, c'est la classe ouvrière qui travaille. Oui, et aujourd'hui, un cadre, le mot salarié, même quand à la SNCF, on présente un cadre où on vous présente agent de maîtrise à 1 700 € par mois, bah pour moi, c'est un ouvrier, bien entendu. Ouais, même s'il fait quand même un travail de flic. Ça dépend. Il y a les agents de maîtrise, ils font pas tous des travails. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui font du travail de maîtrise et d'encadrement, ils ont quand même à un moment donné, vous vous rendez bien compte qu'ils sont le cul entre deux chaises, quoi. Enfin, ils tiennent le bâton et puis quelquefois ils se font taper dessus. Mais c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme le contremaître d'antan ou le contrôleur SNCF, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils font des travaux de flics et c'est vrai que c'est dur pour eux de s'identifier à des gens qui sont de l'autre côté du manche ou en tout cas qui prennent les coups. C'est vrai, mais il y a aussi une participation à la communication qui est quand même exactement. Mais enfin, moi, je voulais simplement vous dire que, bon, bah, bien évidemment, ce que peut dire le constat que vous faites avec avec Bernard Friot, tout ça, c'est très bien. Mais moi, j'aimerais aussi entendre de la part des syndicalistes de manière générale, hein, et je vous dis, je me revendique de ce syndicalisme militant, révolutionnaire, anarcho-syndicaliste, de la charte d'Amiens, 1905, des bourses du travail. Mais ce que j'aimerais entendre, mais ce qu'on n'entend plus, parce que je crois que malheureusement, bon, alors après, on pourrait l'expliquer d'un point de vue strictement sociologique. Alors, Paul, nous avons également Gabriel avec nous. Voilà, Rémi, ce que je voudrais entendre, c'est au moins une véritable énonciation du capitalisme et de ses méfaits, quoi. Voilà, à très bientôt. Merci, Paul, merci. Gabriel, bonjour. Bonjour, bonsoir, monsieur Abbassi, rebonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à votre invité. Rémi Offray, syndicaliste, voilà. Voilà, bonsoir Rémi. Bonsoir. Donc, je voudrais vous poser une question d'ordre syndical. Allez-y. Vous m'entendez? Je vous entends. D'accord. Profitez de vos compétences, de votre expertise pour éclairer un point qui pour moi est resté un petit peu obscur, faute d'avoir pris les informations au bon moment. Je voudrais savoir, ma question donc concerne ces nouvelles dispositions qui ont été prises en 2008 ou 2009, je ne sais plus, et qui concernaient la nouvelle représentativité syndicale. Oui, la loi d'août 2008. Août 2008. D'accord. Donc je voudrais savoir si vous pouviez nous rappeler en quoi ça, en quoi consistent ces nouvelles dispositions et de quelle manière elles modifient déjà le paysage syndical, de quelle manière elles risquent de le reconfigurer. Voilà, je vous en serais reconnaissant. Alors, je vais vous expliquer ce qu'est la loi d'août 2008. Alors effectivement, c'est une loi qui bouleverse considérablement le champ syndical français. Puisque cette loi remet en cause l'arrêté d'irréfragabilité des organisations syndicales de 1966. En 1966 a été publié un arrêté qui précisait qu'il y avait 5 confédérations syndicales en France qui avaient donc la présomption
irréfragable de représentativité, c'est-à-dire qu'il y avait la possibilité de désigner des délégués syndicaux dans les entreprises sans aucun problème, enfin en respectant le Code du travail, bien entendu. Mais ces 5 organisations syndicales étaient la CGT, la CFDT, la CGT Force Ouvrière, puisque c'est le vrai nom de Force Ouvrière, la CFTC et la CFE-CGC. Et cette loi d'août 2008 remet en cause complètement le paysage syndical, en cela qu'elle supprime de facto l'arrêté de 66. Je vous rappelle que ces 5 confédérations syndicales avaient été déclarées représentatives ad vitam aeternam, en quelque sorte, parce que pour des conditions de patriotisme, des conditions d'exercice démocratique à l'intérieur pour leur fonctionnement, etc., tout cela avait été validé, bien sûr, par... c'était un petit peu après les travaux du Conseil national de la résistance. Donc tout ça confirmé par l'arrêté de 66. Et puis, en 2008, eh bien, il y a le gouvernement de droite a souhaité remettre en cause la représentativité syndicale telle qu'elle existait, alors en justifiant à chaque fois le nombre trop important de syndicats, etc. Bon, il y avait certaines considérations politiques, hein, je ne vous le cache pas. Et donc, voilà ce qui est instauré. Une organisation syndicale est représentative dans une entreprise à partir du moment où elle obtient 10% des suffrages exprimés donc, dans les élections professionnelles de l'entreprise. En général, n'est mesurée que l'élection au comité d'entreprise ou au comité d'établissement pour les entreprises publiques ou les entreprises qui possèdent des comités d'établissement. Donc l'entreprise, on mesure sa représentativité dans ce cadre-là. Ensuite, avec les résultats de toutes les entreprises d'une branche, on remonte les résultats et on regarde si la représentativité atteint le seuil de 8% pour une branche. Donc vous avez 2 échelons de représentativité. Le premier échelon, c'est l'échelon de l'entreprise. À partir du moment où vous avez 10%, le seuil, vous atteignez le seuil de représentativité de 10%, vous pouvez bien sûr négocier du droit syndical, du droit de négociation, etc. Vous avez un droit de négociation qui est compris dans le Code du travail, qui a été modifié donc par cette loi d'août 2008. Et lorsque la représentativité par branche professionnelle sera établie officiellement, c'est-à-dire après le recueil de toutes les élections professionnelles des entreprises appartenant à une branche, donc d'ici quelques années, il semblerait que ce soit d'ici, je crois, 2015-2016, on connaîtra l'ensemble de la représentativité de toutes les organisations syndicales dans les branches qui comportent, enfin dans toutes les branches professionnelles qui relèvent des conventions collectives. Et alors, le résultat, ben, vous me demandez ce qui est en train de se passer. C'est votre question. Oui, je voudrais savoir, alors, oui, c'est ça. Bon, le paysage syndical... Je voudrais connaître les, comment dire, ben, je vais vous dire, hein. l'amorce de changement qui se dessine déjà, alors, et puis comment ça pourrait évoluer. Alors évidemment, je vous ai parlé que de la branche, mais ensuite, quand vous serez représentatif, il faudra au moins être représentatif, je crois, au-delà de 8 ou 10 branches pour être reconnu comme confédération syndicale représentative. Vous m'avez suivi. Ça, c'est l'échelon supérieur à la branche. De facto, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La CGT n'est pas représentative dans toutes les entreprises. Elle ne sera pas forcément représentative dans toutes les branches professionnelles, tout comme la CFDT. Par contre, la CGT comme la CFDT seront représentatives dans une large partie des branches professionnelles, il est fort à parier que ces 2 organisations syndicales seront représentatives en tant que confédération syndicale. Par contre, le problème se pose clairement pour Force Ouvrière. Oui. Force Ouvrière sera représentative dans environ, je crois qu'il reste 32 ou 35 fédérations Force Ouvrière, devrait être représentative sur environ une vingtaine de fédérations actuellement, de fédérations FO, et parfois une fédération professionnelle à FO, bien sûr, recouvre plusieurs branches, hein, enfin plusieurs conventions collectives, donc plusieurs branches aussi.
Oui. Donc, sachant qu'il peut y avoir plusieurs conventions collectives par branche, mais en général, il y a une convention collective par branche professionnelle. Mais FO perdra sa représentativité à la fois dans les entreprises, mais comme la CGT et la CFDT peuvent perdre leur représentativité dans les entreprises, mais FO perdra sa représentativité dans un certain nombre de branches, plus que la CGT et la CFDT, parce que il est possible que la CGT et la CFDT perdent leur représentativité dans certaines branches. Nous n'en sommes pas encore sûrs, mais c'est possible. Par contre, FO perdra assurément. Quand je vous dis assurément, c'est quand on regarde les résultats au prud'homal et les résultats dans les comités d'entreprise actuels. S'il n'y a pas d'évolution notable, je dis bien sous réserve d'évolution notable, ça serait étonnant qu'il y ait des évolutions radicales notables, eh bien, FO devrait perdre sa représentativité dans certaines branches, plus que la CGT et la CFDT. La CFTC risquerait, elle, d'être carrément menacée dans sa représentativité confédérale. Donc je dis bien que la CFTC sera représentative que dans quelques branches professionnelles. Il n'est pas certain que le nombre de branches professionnelles dans lesquelles elle sera représentative suffise pour garantir sa représentativité interprofessionnelle, donc sa représentativité confédérale. D'accord. Quant à la CFE-CGC, elle a une représentativité particulière dans l'encadrement, mais elle risque d'être aussi condamnée à une restructuration, à une refonte quelque part, parce qu'elle sera très peu représentative. Elle sera représentative que dans quelques branches, et cela ne devrait pas suffire, malgré le lobbying qu'elle fait, pour sa représentativité nationale confédérale, donc elle risque également de disparaître. En gros, les plus menacés, ceux qui sont vraiment en danger de mort, c'est en tant que confédération, je dis bien, et ça prendra du temps bien sûr. Les confédérations syndicales, c'est à l'inverse du canard qu'on coupe la tête. Le canard il continue de courir, la tête est morte, mais là c'est l'inverse pour les confédérations syndicales. Il y aura la tête, ça sera la partie du corps qui mourra en dernier. Ce qui signifie que la CFE-CGC et la CFTC sont clairement menacées de mort, malgré ces bastions chrétiens dans l'Est. Elle est clairement menacée d'existence. Alors, sachant que cette existence pourrait s'éteindre que dans les 10 à 15 ans qui viennent. Par contre, certaines fédérations, directement, sont menacées dans les 10 ans qui viennent. Mais je peux vous interrompre? Je vous en prie. À quel moment tombera le couperet, si on peut dire, en termes de représentativité, c'est-à-dire à partir de quel moment les délégués syndicaux à partir des élections actuelles pour les comités d'entreprise seront partiellement supprimés ou supprimés dans telle ou telle entreprise ou branche ou voilà. À partir de maintenant. C'est-à-dire que depuis la parution du décret d'application de la loi, c'est-à-dire fin 2008 ou début 2009, depuis début 2009, la SNCF a été d'ailleurs une des premières grandes entreprises à appliquer la loi, puisque les élections à la SNCF ont eu lieu en mars 2009. C'est déjà entré en vigueur. C'est déjà entré en vigueur. Et aujourd'hui à la SNCF, alors que vous aviez 7 organisations syndicales représentatives dans le statut SNCF, le statut a donc été modifié pour être en conformité avec la loi. Le statut des relations sociales à la SNCF a été modifié. Et aujourd'hui, à la SNCF, vous avez 4 organisations syndicales représentatives nationalement qui sont, par ordre de résultats électoraux, la CGT, l'UNSA, Sudrail et la CFDT. Et ont disparu du paysage syndical FO, la CFE-CGC, la CFTC et l'AVJAC, le syndicat autonome des agents de conduite, qui a choisi de s'unifier avec la CFDT. D'accord. Et donc, je vous dis, au niveau du calendrier, la loi est entrée en application à partir de fin 2008, j'ai pas la date exacte, excusez-moi, mais fin 2008, début 2009, ce qui fait que dès les élections professionnelles dans les entreprises, on a déjà mesuré, on commence à mesurer la représentativité dans les entreprises. Ce qui compte, c'est bien l'élection au CE, c'est déterminé par l'élection dans les comités d'entreprise. Ensuite, dès qu'on aura tous les comités d'entreprise, donc d'ici 1 an, 2 ans, enfin d'ici 2 ans, on aura les résultats dans les élections, pour les élections des comités d'entreprise dans les branches, et on déterminera officiellement, le ministère du Travail déclarera la représentativité de telle ou telle organisation syndicale
uniquement en fonction des résultats au comité d'entreprise. D'accord. Et ensuite, en fonction du nombre de branches, l'étape ultime, celle que je vous disais tout à l'heure, en fonction du nombre de branches où l'organisation syndicale sera représentative, eh bien, il y aura la représentativité de la confédération syndicale ou pas. D'accord. Alors dites-moi, j'ai l'impression que, comment dire, moi par exemple, j'étais syndiqué à FO Oui. pendant un certain nombre d'années. Enfin, je suis retraité maintenant, Moi aussi. j'étais professeur dans l'enseignement public. Pendant mes dernières années d'activité, j'étais syndiqué à FO. Enfin, surtout parce que la section était sympathique dans l'établissement. C'est une bonne raison. J'ai continué à être syndiqué là quelques années. Et puis, j'ai cessé de me syndiquer là depuis cette année. Je n'ai pas renouvelé ma cotisation. J'en avais marre depuis 1 ou 2 ou 3 ans de la politique de cavalier seul que FO. Enfin, ça c'est un peu personnel, hein, ce que je vous dis là. Non, mais c'est l'isolement. Écoutez, cette politique de cavalier seul. En fait, ma question, ce serait d'essayer de voir comment les syndicats, enfin quelle lutte d'influence se livrent les syndicats depuis cette nouvelle loi de représentativité. Moi, j'ai l'impression que FO, par exemple, cherche à se distinguer, alors que la CGT et la CFDT, se sont plutôt rapprochés. La CGT, semble-t-il, est moins radicale. La CFDT, elle, essaye d'être un peu plus radicale. Enfin, ce que je dis là est sommaire, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu un branle-bas de combat, quoi, qui se joue. Qu'en pensez-vous? Moi, je connais très bien Force Ouvrière, parce que je ne sais pas si vous avez entendu le début de l'émission. J'ai été 19 ans à Force Ouvrière. Oui. J'ai bien noté ça, oui. J'ai été secrétaire fédéral, donc à la Fédération FO des cheminots. Et avant d'être secrétaire fédéral à la Fédération FO des cheminots, j'étais assistant au secteur Europe internationale de la Confédération FO, avec Jacques P, qui était mon secrétaire confédéral, donc qui rendait des comptes directement à Marc Blondel. Donc j'ai fréquenté Marc Blondel, j'ai du respect pour Marc Blondel. Bon, j'ai quitté l'organisation parce que j'estimais que cette politique d'isolement ne m'intéressait plus, et l'emprise au niveau confédéral de l'extrême gauche était trop forte, je le reconnais, mais je n'ai pas dit qu'il y avait que des gens d'extrême gauche à FO. Loin de moi cette idée. Dans certains postes de direction, ça m'a gêné. Mais on pourra en parler peut-être plus tard, mais ça m'a gêné. Mais je respecte le militant syndicaliste que vous avez été, je respecte l'adhérence syndicale à FO, je trouve qu'il est respectable. Oui. Et par contre, moi, vous me dites c'est un peu nouveau, je vous dirais non. Parce que moi qui ai fréquenté, donc, j'allais dire les hautes sphères, déjà Marc Blondel avait déjà signalé en 2003 qu'il était il préférait le splendide isolement. Oui, c'est-à-dire, je veux dire, la pureté originelle, le problème et Marc Blondel a été influencé par l'extrême gauche, et c'est ça le problème de FO, c'est que Marc Blondel a été jusqu'à dire l'isolement nous protège. L'isolement syndical nous protège. Et moi j'ai quitté FO parce que je considère que FO a perdu ses idéaux. Parce qu'on ne peut pas prétendre à l'indépendance syndicale et ne pas la pratiquer. Et à force de dire qu'on ne vit qu'en opposition par rapport aux autres syndicats, on ne crée pas une ligne politique syndicale avec ça. On ne crée pas une ligne politique syndicale en disant on est isolé des autres, et parce qu'on est isolé des autres, on a la pureté du syndicalisme. Oui. C'est ça qui me choque, si vous voulez. Oui, moi j'ai vraiment pas compris depuis 2-3 ans la politique d'isolement, de singularisation, disons, de FO, ça m'a énervé. Moi je pense que ça va servir à le gouvernement de droite. En 2008, il y avait eu déjà, ça s'était esquissé. En 2009, c'était important, il y a eu 3 manifestations début 2009, vous vous souvenez? Les 2 premières avaient monté en nombre au point de vue fréquentation.
lors de la 3e manifestation qui tombait un 1er mai, c'était maladroit d'ailleurs, FO a commencé à nouveau s'est désolidarisé, quoi. La Confédération, mais je vous signale que sur certaines manifs là, de ce fameux 1er mai, elle a autorisé, elle n'a pas interdit certaines de ses unions départementales, je suis au courant de ça, de faire des manifestations communes. Oui. Ça veut dire quoi? Moi, je vais vous dire, je comprends, même quand Blondel ou quand Jean-Claude Mailly aujourd'hui dit nous, on n'aime pas les processions. Bon, moi, je comprends ça. Sauf que la CGT et la CFDT, ils ont compris quelque chose. Ils ont compris que la grève reconductible, la grève générale, ça ne se décrète pas. Ils ont compris aussi qu'à un moment donné, l'unité, c'est quelque chose de difficile. Moi, j'ai été dans FO et j'ai compris lorsqu'on disait, et lorsque je pensais la même chose aussi, les processions le samedi ou le dimanche, ça suffit. Sauf que les gens qui se mobilisent et qui font grève, vous le savez très bien, c'est essentiellement les services publics, c'est l'éducation nationale, c'est les transports. C'est les services publics, les transports qui sont la locomotive du mouvement syndical en France. En tout cas, de ce qu'on appelle vaguement le mouvement social, mais en tout cas de ceux qui se montrent dans la rue. Il y a certes des grandes entreprises privées, mais en général, c'est le service public qui fait la politique sociale en France, contrairement au Japon, on en parlera aussi tout à l'heure, c'est complètement l'inverse. Mais ils ont des rituels de négociation là-bas. Mais en France, c'est le service public qui est la locomotive. Alors je comprends très bien Jean-Claude Mailly, même Marc Blondel, qui disent, moi la procession le dimanche, puis en plus ils le disent de façon très laïque, ce que je comprends, c'est des laïcards, mais moi aussi j'en suis un, tout en étant à la CFDT, je suis à tendance laïque et évolutionniste. Moi, je comprends qu'ils disent ça, mais à un moment donné, il faut quand même chercher les convergences. Parce que les gens du privé... C'est le couplet, ça j'ai beaucoup entendu ça ces derniers temps, de la part de FO. Mais la grève, les manifestations saute-mouton, hein, c'est l'expression qui est employée. Oui, mais il y a un problème. On n'en veut pas. Il y a eu, il voulait pas aussi, comment dire, en fin 2009, courant 2009, il ne voulait pas l'amalgame salaire, emploi, retraite. Il voulait focaliser sur telle ou telle chose. Or, moi, je trouve personnellement que ça ne veut pas dire que je suis un inconditionnel forcément de la CGT ou de la CFDT. Hein. Moi, finalement, je crois que je serais plus à l'aise dans un syndicat comme Sud ou Solidaire ou l'UNSA. Mais bref, je suis d'accord sur le fait qu'on peut fédérer sur ces 3 mots, qu'on pouvait et qu'on pourrait encore fédérer sur ces 3 mots d'ordre-là. Salaire, emploi, retraite. Non, mais si ça n'a pas été fait, moi je vais vous êtes d'accord? Oui, mais je vais vous dire pourquoi ça n'a pas été fait. Ça, c'est pour des raisons politiques. Oui. Parce que l'extrême gauche lambertiste qui a pénétré FO, parce que moi je le dis, hein, moi je suis désolé, j'ai suffisamment d'anecdotes à raconter, et je pense que bon, il y a prescription, puisque de toute manière c'était sous le temps de Blondel, mais de toute manière suffisamment d'anecdotes pour expliquer que l'imprégnation trotskiste, l'imprégnation d'extrême gauche, fait que la pureté originelle du syndicalisme, ils veulent la garder. Résultat, toute alliance avec la CGT et la CFDT, toute alliance, même toute manifestation, devient impossible. Sauf, ils demandent à chaque fois une revendication très précise. Sauf que, pourquoi aujourd'hui la CGT et la CFDT sont sur les mêmes positions? Je parle en termes de manifestation, par exemple. C'est qu'ils ont compris que si on veut tirer des salariés du privé, on ne va pas les amener, les salariés du privé, à une manifestation en jour de semaine. C'est pas vrai. Parce que les gens qui font grève dans les entreprises privées, ils risquent le licenciement. C'est ça la réalité économique. Ouais. Et donc, pour mobiliser les salariés, alors, Shrek, le premier, Shrek. Enfin, certains d'entre nous, on l'appelle Shrek. C'est un clin d'œil avec le dessin animé. Mais, franchement, mais c'est ça, il n'y a rien de méchant. Shrek et Thibaut, s'ils proposent une manifestation samedi, moi aussi, je fais un petit peu la gueule parce que j'ai pas trop l'habitude des manifs le samedi. Je préfère, parce que qui dit manif, pour moi, manif nationale des cheminots, on est en grève et on manifeste. Mais bon, moi je comprends quand même que des responsables de confédération comme Thibaut et Chérec se permettent de lancer l'idée d'une manif le samedi pour faire participer les salariés du privé. Parce que dans le privé, le jour où vous faites grève, et vous avez bien sûr la possibilité de faire grève, mais entre le droit et ce qui se passe, après vous êtes menacé,
vous êtes harcelé, puis on tente de vous conduire au licenciement. La réalité des faits, c'est ça. Ah oui, moi Donc, je suis d'accord avec ça. Donc il faut faire attention. Alors après... En 2009, je reviens à ça, franchement, j'ai trouvé que là, le coche avait été raté. Hein. Bien sûr. Vous Et êtes ça d'accord? profite. Il y avait une bonne montée en puissance aux 2 premières manifestations, et puis ça a foiré. Moi, je vais vous dire, ça profite. Or, à mon avis, ça aurait pu être un cap. Oui. À ce moment-là. Oui. Un cap pour casser la politique actuelle de Sarkozy. Mais je pense que ça a bien servi Sarkozy, ce qu'a fait FO. Ça a parfaitement servi Sarkozy. Mhm. Et moi, des fois, je me dis franchement que l'extrême gauche joue très bien le jeu de la droite. Ouais, on Ah, peut moi, interpréter Moi, les choses comme ça, effectivement. j'interprète aussi comme ça. Alors, c'est un peu réducteur, mais il y a une part de vérité dans ma réduction. Il y a un peu de simplicité. Mais quand même, moi, je me demandais, justement, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, et puis je vais finir là, parce que je crois que mon temps va arriver À son terme. va arriver à son terme, oui. Je me demande quand même si dans la tactique actuelle de FO, il n'y aurait pas un souhait de se positionner, de s'affirmer de manière singulière pour conserver une part de représentativité. Ouais, non je crois que c'est perdu. Je vais vous dire, je crois que c'est perdu. Parce que les salariés, par exemple pour la retraite, là, les salariés, les retraités, ceux qui manifestent, aujourd'hui, ils en appellent à l'unité syndicale. Oui. Franchement. Oui, il y a une aspiration. Hein. C'est un mauvais calcul. Il y a Par une contre, aspiration à ça. FO pose un vrai débat, mais Sud aussi le pose. Bon, moi, je ne suis pas favorable à Sud, mais pour différentes raisons, parce que je pense que Sud ne trace pas de perspective constructive. Même si je partage une partie de ce qu'ils disent, ils ne tracent pas de stratégie à moyen et long terme. Parce qu'après, il faut dessiner l'avenir. Hein. C'est bien d'emmener les gens en grève, mais il faut savoir, non pas forcément comment sortir de la grève, mais pourquoi on va en sortir et qu'est-ce qu'on va demander. Ouais. Et dans quelles conditions on va l'obtenir. Ouais. Moi, je pense que la grève est un outil, mais il faut que ça reste un outil. C'est pas l'appel à la grève, ça doit pas être une incantation, et la grève, c'est pas un état permanent. Donc, il faut penser à l'après, mais il faut pas penser à en sortir n'importe comment. Par contre, c'est vrai que sur l'unité syndicale sur les retraites, la question se pose sur une grève générale, sur une grève reconductible. Alors, il y a des politiques qui ont mieux posé la question, peut-être que nous, en disant, bah écoutez, il y a la possibilité de faire un référendum, on va faire un référendum sur les retraites. C'est pas une idée bête. Moi, je trouve que c'est pas une idée bête. Pourquoi pas? Parce qu'en fin de compte, ça prend un petit peu le gouvernement à son jeu, puisque le gouvernement s'amuse à dire que les Français, ils sont d'accord pour la réforme. Si on fait un référendum sur le sujet, un référendum d'initiative populaire, maintenant c'est permis par la Constitution, ça a été intégré dans la Constitution française, ah bah pourquoi pas un référendum. Mais en tout cas, par contre, il y a une demande d'unité syndicale, et la question maintenant sera de plus en plus posée sur l'éventualité d'une grève générale et ou reconductible, mais la reconduction présente bien sûr un grave inconvénient, c'est que si c'est un appel qui n'est pas suivi, ça discrédite toutes les organisations syndicales qui auront appelé à la grève reconductible. Donc il faut vraiment faire très attention. C'est pour cela que Thibault Escherec utilise ce terme de grève et ne prononce pas encore le mot reconductible ou général. Mmh. Oui, effectivement, ça s'esquisse là en ce moment. Hein. Ça s'esquisse parce qu'il y a un ras-le-bol et surtout parce que le gouvernement Fillon s'est permis de déclarer le soir même de la dernière manifestation jeudi dernier, à laquelle j'étais notamment à Paris, qu'il y avait beaucoup moins de manifestants dans les rues. Alors que la réalité c'est quoi? La réalité c'est qu'il y a eu un peu moins de grévistes, mais plus de manifestants. Ça oui, c'est vrai. Oui. Ça, ce qui est vrai, c'est que la détermination des gens a été accentuée, mais qu'il y a eu moins de grévistes. Plus de manifestants, moins de grévistes. Ça paraît contradictoire. Ben non, c'est un constat que toutes les organisations syndicales ont fait et que le gouvernement a fait. Parce que le gouvernement a presque les mêmes chiffres que les syndicats. Je vais vous laisser, je vous remercie. Je voudrais dire une dernière chose, c'est que contrairement à ce qui a été dit, enfin à ce que j'ai pu entendre moi quelquefois, à la radio par exemple, enfin sur certaines radios, les jeunes, moi je n'ai pas, j'ai participé à la première manifestation, mais pas la plus.
Voilà, malheureusement, c'est coupé et notre ami Gabriel n'a pas pu terminer, mais c'est pas grave, nous sommes encore là. Rémi, c'est très intéressant. Je vais informer mes auditeurs comme quoi ce soir, j'ai le plaisir de recevoir mon ami Rémi Offray, syndicaliste. Beaucoup d'expérience, beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances qu'on peut partager avec Rémi. Merci Rémi d'être avec nous ce soir. Alors, mes chers amis, ne vous inquiétez pas, vous pouvez continuer à poser vos questions à Rémi. Mais Rémi, tu sais, une chose qui est très intéressante, tu viens de le dire, et Gabriel aussi il était d'accord, alors moins de grévistes, n'est-ce pas, mais plus de manifestants. Est-ce que tu ne penses pas que c'est une sagesse